Nous l'attendons tous. Il ne tardera plus. Je ressens le sol trembler et l'air frémir. Il approche. Il surgira de par là, là où les rails se rejoignent et se chevauchent. Restons vigilants. Gardons-nous des mauvaises surprises. Je guette son apparition, mais il prend tout son temps. Notre temps. Je veille ici depuis une éternité. Parfois, au loin, sur la ligne d'horizon, des nuages de poussière accompagnés de chuchotements semblent l'annoncer. Et puis, plus rien. Sûr, c'est de par là qu'il apparaîtra, là où les rails se rejoignent et se chevauchent. Il est déjà en marche. Tenons-nous prêts. S'il se montre menaçant, repoussons-le. S'il se montre paisible, accueillons-le. Quelle forme prendra-t-il? Mystère. Moi, sentinelle en poste ici, je l'attends depuis ma jeunesse aux cheveux longs. Il nous promettait un destin d'où l'ennui serait banni. Tout en l'espérant, je m'ennuyais. Je me suis ennuyé tant et plus jusqu'à ce que la relève prenne le relais. Nous l'attendons tous, il ne tardera plus. Je ressens le sol trembler et l'air frémir. Il approche. Il surgira de par là, là où les rails se rejoignent et se chevauchent. Restons vigilants. Gardons-nous des mauvaises surprises. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, pour notre rendez-vous littéraire et néanmoins carcéral, nous allons parler du livre de René Belbenoist, Guillotine sèche. Un best-seller aux États-Unis, un peu moins connu, malheureusement, un peu moins connu en France. Pour commencer, tout de suite, je vais vous lire la 4e de couvre pour savoir un peu où on est. Emporté par une tornade, une frêle pirogue avait gagné l'île de la Trinité. À bord se trouvaient 6 Français affamés qui avaient réussi à s'échapper de l'île du diable. 5 d'entre eux taillaient en Hercule. Le 6e, au contraire, surprenait par sa petite taille. Dans ses yeux luisait un feu attisé par 15 années de mort vivante. Par 4 tentatives d'évasion, par un désir forcené de réussir la 5e ou d'y laisser sa peau. Son seul bien consistait en un paquet emballé dans une toile cirée et renfermant 13 kilos de feuillets. Le récit détaillé de 15 années de bagne, la biographie la plus extraordinaire, le document le plus étonnant qui m'ait jamais été donné de voir sur le crime et son châtiment. Signé William Loire, 1937. Voilà. Eh bien, c'est de ce livre que nous allons parler et de la vie de René Belbenoist. Alors pour ce faire, je m'aiderai de quelques notes que j'ai prises. À savoir que René Belbenoist, il est né en 1800, il est né en avril 99, 1899, et le contexte, on va dire le contexte politique de l'époque est torride, très très torride, comme l'a bien remarqué en tous les cas le chef de protocole de l'Élysée, et comme l'a bien remarqué de Georges Clemenceau. Le premier nous dit « Monsieur le Président, a-t-il encore sa connaissance ?» Ce à quoi on lui répond « Non, elle est sortie par le petit escalier de derrière. » Quant à Clemenceau, il a dit « Du même homme, il voulait vivre. César, il est mort. Pompée. » Alors bien sûr, nous parlons du président de la République qui voulait satisfaire, en tous les cas, toutes ses concitoyennes. C'est Félix Faure, victime du devoir, bien sûr. Est-ce qu'il y a une plus belle mort que l'épectase? Ça, j'en sais trop rien. En tous les cas, il ne faut pas demander ça à celui qui reçoit les dernières volontés de l'expectasé, si j'ose parler ainsi. Voilà. Roger Belbenoist, à 3 mois, il est abandonné par sa mère. Elle est partie travailler à la cour du tsar, à Moscou, en Russie. Et son père est obligé de la confier à ses propres parents, aux grands-parents, qui vont l'élever jusqu'à l'âge de 12 ans.
Parce que lorsque le gosse a 12 ans, eh bien, les grands-parents vont mourir tous les deux, pof, à 5 jours d'intervalle. C'est assez curieux. Et puis après, comme c'est un gosse qui est doué dans ses études, hein, en plus il est très très doué en rédaction, le papa de René Belbenoît qui le destine à la locomotive, parce que lui il est conducteur de locomotive. Et il veut que son fils suive le même chemin, les mêmes rails, le mettre sur le même rail. Il le confie, donc les grands-parents étaient morts, il le confie à son frère, qui est l'oncle, bien sûr, de René Belbenoît. Le problème, c'est que l'oncle il est le gérant d'une boîte de nuit qu'on appelle le Rat-Mort. Et dans cet endroit, c'est célèbre à Paris, il y a toute l'intelligentsia parisienne qui se réunit là pour un peu s'encanailler, hein, voilà. Et bien sûr, René Belbenoît, alors là, l'argent coule à flot, le champagne coule à flot, et lui, il est ébloui par tout ça, il est ébloui. Il est tellement ébloui qu'il en oublie un peu ses études. Il rend des tas de services à des tas de gens et tout ça. Et puis un jour, il y a un mec qui est en train de taper le carton, qui l'appelle. Hey, René, tu peux aller chez un bookmaker, là, me miser, je ne sais plus quelle, une grosse somme, sur un cheval, sur un canasson. Le mec il prend le pognon et puis il va chez le bookmaker, mais en chemin il rencontre un pote à lui. Il dit quoi, tu vas jouer sur ce canasson? Mais c'est un tocard, ne joue pas là-dessus, il n'arrivera jamais, il ne terminera pas la course. Ce que tu fais, tu prends le pognon, tu te le gardes, et quand tu vas voir ton client, tu fais comme si de rien n'était. Et puis René, il suit ce pronostiqueur. Le problème c'est que le tocard, il arrive premier de la course. C'est du 60 contre 1. René n'a pas un flèche pour rembourser le mec qui a misé. Du coup, il prend la fuite, il se sauve. Il ne sait pas trop quoi faire, il se sauve. Déjà, son oncle n'a pas apprécié. Quand son oncle a su, de toute façon, il aurait été viré par son oncle. Bon, nous sommes à la veille, nous sommes en août 1914, veille de la Première Guerre mondiale. Il a un peu plus de 15 ans. Hein. Il réussit quand même à truander sur son âge et il s'engage. Il part à la guerre et il va faire toute la guerre, 14-18, il va être cité 2 fois. Et il se comportera bien hein, pendant la guerre. Et puis d'ailleurs il va poursuivre un petit peu, il va aller se combattre aussi au Moyen-Orient et là il va attraper des fièvres qui vont le ramener en France, il va être hospitalisé, il sera finalement complètement libéré de ses obligations militaires en 1921 et à l'hôpital, hein, il va faire quand même quelques mois d'hôpital, il va rencontrer une infirmière, Renée, comme lui, mais avec un E. Ah, c'est le coup de foudre, il tombe amoureux d'elle et il dit si on veut faire ménage, j'ai intérêt à trouver un bon job. Et effectivement, il va chercher du boulot, il en trouve chez une comtesse. Il va bosser chez elle, mais voilà, le problème c'est que le métier de l'arma, ça lui plaît pas trop. Elle est sympa la comtesse, mais voilà, lui il veut pas servir. Et du coup, après un mois de boulot, il disparaît en même temps que disparaît les bijoux de la comtesse. Il est recherché, trouvé, alpagué, prison, la justice, 8 ans de bagne. Alors là, le livre de René Belbenoît, tout au début, là, il nous raconte un petit peu le transfert de la prison parisienne jusqu'à Saint-Martin-de-Ré. Ensuite, à Saint-Martin-de-Ré, eh bien, on les embarque sur un bateau qui s'appelle la Martinière. Alors ce bateau, la Martinière, c'est un vieux bateau qui a été confisqué aux Allemands après 14-18, qui assurait une liaison quelque part au Cameroun, hein, je ne sais plus trop, vers Douala, je ne sais plus trop. Donc on confisque le bateau et puis on fait les transferts de bagnards avec ce bateau. Donc Saint-Martin-de-Ré, on monte sur la Martinière à 600 ou 700 bagnards. De là, ils partent à Alger récupérer encore 100 ou 200 ou 300 condamnés et on les amène en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Moi, je vais prendre quelques petites notes quand même qui vont me servir. Alors oui, juste une chose quand même, quand ils... à l'issue du voyage, donc ils arrivent à Saint-Laurent-du-Maroni, et là je voudrais que vous vous souveniez d'un truc qu'on a peut-être tous, on se rappelle tout ça, un peu ça, le Cid de Corneille,
nous partîmes 500. Mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Eh bien, figurez-vous qu'au Beigne, en Guyane, le rapport est complètement inversé. Si vous voulez, la jauge, elle est de 3500 globalement. Tous les ans, il en arrive 7, 800, 900, parfois 1 millier. Et la jauge est invariable, toujours 700. Je vais vous lire la page, il faut que je regarde un petit peu, voilà, je vais vous lire la page 50. Tous les ans, 700 hommes débarquent et le nombre des prisonniers n'augmente pas. Lorsqu'un convoi arrive, le nombre des forçats s'élève à 3500. L'hôpital regorge. Quelques-uns disparaissent dans la jungle. Et 12 mois plus tard, avant l'arrivée du convoi suivant, le total est ramené à 2800. L'administration a pour politique de tuer les forçats, pas de les rendre meilleurs. Pour aller vite, voilà, ça signifie que chaque année, quelques centaines de bannières se volatilisent. Pour aller vite, 80% qui vont mourir de malnutrition, qui vont mourir de maladies, il y a beaucoup d'épidémies bien sûr, et d'épuisement. 20% vont disparaître dans la jungle ou dans la mer suite à une évasion. Et alors à cette, si on veut, à cette arithmétique, il faut rajouter la variable de ceux qui se font tuer par les copains, là, les règlements de compte, qui se font tuer par les matons aussi, hein, bien sûr, il y a les matons qui les assassinent. Et puis les guillotinés, hein, parce que la guillotine fonctionne pas mal hein, à Cayenne. La dureté des sanctions, je parle des guillotines, mais les sanctions sont terribles et bien sûr elles vont complètement dissuader les types de partir en cavale. Il n'y a pas que la jungle qui leur fait peur, il y a aussi les sanctions en cas d'échec et Dieu sait que des échecs il y en a. Les punitions sont dissuasives, je vous le dis, mais elles détraquent à la fois le corps et l'esprit. René, lui, il a choisi la cavale. Rien de plus facile, hein, la cavale. Il est côté Guyane française, il y a le fleuve le Maroni à franchir, il suffit de construire un petit radeau, traverser le Maroni et on est sur la rive de la Guyane hollandaise. Et justement, avec son pote, un jeune pote, là ça fait pas 1 an qu'il est au bagne, et avec son pote, ils se disent d'accord, allez on va faire ça. Ils construisent leur petit radeau, ils ramassent des petites provisions, et puis le 14 août, parce que le 15 août c'est la fête, le 15 août c'est une grande fête chez les Hollandais, et notamment en Guyane hollandaise, ici, il sait qu'il risque pas grand chose. Et le 15 août, alors déjà la nuit du 14 au 15, ils sont emmerdés par les moustiques, par les, par les fourmis, par la jungle, la nuit, vous voyez. Et le 15 août, la nuit, ils décident, allez, de traverser le Maroni. Ça va pas être facile parce qu'ils n'ont pas de pagaie, ils ont pagaie qu'ils ont confectionné eux-mêmes. Il y a quand même pas mal de courants. Toujours est-il qu'ils finissent par franchir le Maroni et ils se retrouvent sur la côte de la Guyane hollandaise, la liberté. Pour qu'il y a les Indiens qui les attendent, des Indiens armés qui les ramènent au poste de police hollandais. Et là, c'est le retour, retraversé du Maroni, mais dans l'autre sens, et direction le mitard, tout simplement. Ça, c'est sa première cavale, parce que lui, il a décidé que, je vous ai dit, hein, le mitard, c'est un lieu de punition. Non, c'est pas un lieu de punition, c'est un broyeur de volonté. Il a pour fonction de rendre l'arbre, ou mieux serpillière. Et René, il refuse que les matons s'essuient les pieds sur sa dignité. Donc il dit, je vais me révader, il va se révader à nouveau. La deuxième cavale, puisque ça n'a pas été possible par la jungle, il décide de la faire par voie de mer. Alors là, ils partent à... Moi, je les avais dit à 8 plus 1, voilà, par la mer. Ils ont réussi à trouver une vieille pirogue, ils lui ont mis un mât avec une voile constituée de fringues, c'est quand même pas mal. Ils ont réussi à piquer un tonneau pour l'eau douce, rempli d'eau douce, et puis des provisions, ils ont pris pas mal de provisions. Alors j'ai dit 8 plus 1, c'est 8 bagnards qui veulent vraiment s'évader, ils ont pris un 9e, ils n'avaient pas trop envie de le prendre, mais il a dit moi je suis marin, il n'y a que moi qui peut vous faire franchir la barre. Hein. La barre c'est un endroit où banc de sable pour aller vite. Et ils lui font confiance, et ils partent. Et quand ils ont à nouveau la barre devant eux, le gars il est bien obligé de leur dire non, j'ai jamais mis les pieds sur un voilier, si bien qu'ils arrivent à la barre, boum, ça explose le bateau, le tonneau d'eau, hein. Allez, il disparaît, leurs provisions sont jetées à la mer,
ils ont quand même pas mal de chance parce qu'ils réussissent, les 8 plus 1, à regagner le rivage à la nage. Et bien là, le 1, le traître, il ne va pas vivre longtemps, pauvre tout de suite, un coup de couteau dans la gorge, allez, c'est fini, il meurt. Mais eux, les 8, ils vont continuer leur évasion. Hein. Dans la jungle, ça ne va pas être facile, parce que des fois c'est la boue, c'est les moustiques, c'est les serpents, il y a toutes sortes de choses. Et parmi ces 8-là, il y en a un qui a une jambe amputée, il a une jambe de bois. Hein. Et donc, quand il marche, lui, il est toujours à la traîne avec un pote à lui, ils sont toujours tous les deux. Hein, l'unijambiste, je vais dire, et son pote. Et puis les autres, quand ils ont fait... quand ils ont marché pendant 2 petites heures, bah, ils l'attendent. Et puis, sur une halte, ils s'aperçoivent qu'il y a que l'unijambiste qui arrive. Et ton pote, où il est ton pote? Oh, bah, je sais pas, il traînait derrière moi, puis d'un seul coup, je ne l'ai plus vu. Bon, ça discute entre eux, ça parle entre eux, ils font semblant de le chercher. Et ils ont compris qu'en fait, l'unijambiste avait trucidé son pote pour lui voler son lait. Ils ont pratiquement plus aucune nourriture, ils ont juste des petites boîtes de lait, c'est tout. Et il lui avait piqué son lait. Ils font semblant de rien, et puis à un moment, pof, coup de couteau dans la gorge, c'est fini. Bah, il le liquide aussi. Hein, ça en fait un de moins. Ils sont plus que 7. Et il continue à marcher dans la jungle. Juste une petite anecdote sur cet unijambiste qui a été repris après par quelqu'un qui a écrit aussi, par celui qui a écrit Papillon, Carrière, qui n'est pas de lui. Hein. Ils ont coupé la jambe de bois, ils ont fait du feu avec, et ils ont bouffé le gars d'unijambiste. Voilà. Et ils ont bien fait de le bouffer, puisque cet apport de protéines leur a permis de résister jusque sur le rivage du Maroni. Et puis sur le rivage du Maroni, bah, il y a encore une fois les gendarmes hollandais qui sont là, qui les mettent dans un bateau. Allez, direction la France, la Guyane française, direction le Mitard. Encore une fois, ça a raté. Alors juste, la 3e évasion, il a une qualité extraordinaire quand même, René. Il sait écrire. Je vous ai dit, quand il était gosse, il était très doué, belle rédaction. Il sait bien écrire. Et ça lui a permis de se faire remarquer auprès d'un couple de journalistes américains. Hein, c'est lui qui a dit, vous cherchez des témoignages sur le bagne, moi je peux vous en faire, je peux vous écrire. Et ils vont très bien ces articles. Et il sympathise avec eux. Et bah, incidemment, il apprend que le couple va regagner les États-Unis par un bateau qui va partir de la Guyane hollandaise. Il dit bango, il traverse le Maroni et il a réussi à avoir un costume, un habit avec un petit casque qui pourrait laisser entendre qu'il n'est pas un bagnard. Et il va les attendre sur une seule route qui part vers l'embarquement. Il traverse, il les attend, et en les attendant, ben, c'est pas eux qui se présentent, c'est une jeep des gendarmes hollandais. Allez, retour Mitard. Alors, et là, c'est le Mitard sur les îles du Salut, hein, je précise, hein, d'où en principe on ne s'évade pas. Bon, 4e évasion, parce que là, il veut y arriver, il veut sa liberté. Il s'est procuré les papiers d'un libéré. J'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est qu'un libéré, c'est pas quelqu'un qui est libre de tous ses mouvements. Il est libéré, mais en Guyane, il ne peut pas sortir de Guyane. Mais il s'est procuré ces papiers. Il s'appelle Ormière, pour peu que je me souvienne. Oui, Ormière. Et René, grâce à ces papiers, réussit à embarquer sur un bateau qui s'appelle l'Oyapock, à direction de la frontière brésilienne, mais toujours en Guyane française. Il embarque sur le bateau, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les gendarmes, 2-3 gendarmes arriver. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les gendarmes ont regardé la liste de ceux qui allaient voyager, et ils ont vu qu'il y avait un Ormière. Or, ce Ormière, celui qui a vendu les papiers, hein, la première chose qu'il a fait avec l'argent, eh bien, il s'est saoulé la gueule comme un cochon, il a fait du scandale, les gendarmes l'ont embarqué et l'ont mis au Mitard. Et quand il dit, mais Ormière, il a la gendarmerie, il n'est pas sur le bateau, ils vont avoir leur cornette, et bien sûr, et ben là aussi, pof, la cavale, elle échoue, bon, il se retrouve encore une fois au Mitard. Mais il continue à écrire, notamment au gouverneur, et le gouverneur apprécie cette qualité d'écriture, il dit, ce type, autant en profiter. Et il lui dit, écoute, j'ai une proposition à vous faire, venez travailler chez moi aux archives. Donc il va partir aux archives, il va aller bosser aux archives, il va trier les archives, il fait un boulot extraordinaire, tellement extraordinaire. Et puis
il en met de côté des archives, hein, il en planque pas mal aussi. Et il fait un boulot tellement extraordinaire qu'il se lie en quelque sorte d'amitié avec cet homme qui lui promet de lui donner un passeport valable pour 1 an à la fin de sa peine. La fin de sa peine, il a fait 8 ans, plus 1 an supplémentaire pour les cavales, ça fait 9 ans. Donc au bout de 9 ans, il aura droit à un passeport qui lui permet de voyager où il veut, sauf en France. Il n'a pas le droit de rentrer en France. Et ben avec son passeport, il va aller en Amérique du Sud, il va travailler pas mal de temps, il va se faire un peu d'argent, en tout cas suffisamment pour se payer le voyage pour retourner en métropole, en France. Ça, c'est l'erreur. Mais il pense que ça va bien se passer. Ça fait 1 an qu'il se conduit bien. Il a fait ses 8 ans plus un peu de rab et tout ça. Il pense que tout va bien se passer. Le problème, c'est qu'au Havre, les gendarmes l'alpaguent et on lui met 3 ans de prison, de bagne, 3 ans de bagne en place, en plus. Retour, bien sûr, retour à Cayenne. Retour à Saint-Laurent-du-Maroni, retour au bagne, retour au site du salut, retour aux incos, les incorrigibles, ce qu'on appelle les incorrigibles, avec 3 ans en plus. Hein. Et c'est 3 ans. Et puis finalement, quand il a fini sa peine, donc 8 plus 3, 11, il est censé refaire encore 11 années hein, avant de pouvoir s'acheter son billet éventuellement pour revenir en métropole. Et lui, pour lui, c'est pas possible. Il dit non, faut que je m'arrache, faut que je parte, c'est pas possible. Et il réussit avec 5 autres bagnards, que je dise pas de bêtises. Oui, vous voyez, c'est la 4e de couve. Hein. 5 bagnards taillés comme des athlètes, et puis lui qui est tout petit, tout maigrelet. Hein, et je crois qu'il mesure 1m60 et il devait peser à peine 50 kg. Hein. Mais il a son sac de 14 kg, rien qu'avec des archives. Eh bien, avec ces 5 autres, il décide de partir. Ils ont une bonne pirogue, ils ont une bonne voile. Parmi eux, il y a un mec qui connaît bien la navigation, qui franchit la barre aisément, et ils arrivent sur l'île de la Trinité, occupée par les Anglais. Alors les Anglais, eux, ils saluent l'exploit. Les mecs qui réussissent à s'arracher du bagne, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et du coup, ils ont le droit de rester là, pas autant qu'ils veulent. Hein. 1 mois de délai. Non seulement ça, mais les Anglais, après, leur offrent un bon bateau. Hein. Bateau, un voilier sur lequel ils peuvent poursuivre leur route. Il y a beau avoir un bon marin, vous savez, dans la mer des Caraïbes, il y a des tempêtes très violentes, il y a des courants contraires, c'est compliqué. Et le bateau, il finit par échouer sur les côtes, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est le Venezuela, Colombie, sur les côtes colombiennes. Là, on les met en prison. Mais René Belbenois, du fait de son couple, de journalistes américains, vous vous souvenez, il a renvoyé des articles qui ont été un peu partout, vous voyez. Et au gouvernement, on leur dit, on fait passer un message suivant à René Belbenois, si tu nous ponds des articles, on fera tout pour que tu ne retournes pas, en tous les cas de chez nous, que tu ne retournes pas, on ne t'extradera pas en Guyane. Il écrit quelques articles, et puis donc on le sépare des autres. Hein. Et puis un jour, la porte de sa cellule s'ouvre, une nuit, la porte de la cellule s'ouvre, il sort, il regarde, personne dans la coursive, il passe, la porte qui donne sur l'extérieur est ouverte, nous sommes dans la ville de Barranquilla, ça y est, il est dehors, il est libre, il est sorti. C'est pas fini, hein, parce qu'il y a toute l'Amérique centrale à traverser. Et à partir de là, je vais essayer de poursuivre un petit peu, c'est donc ça, on est toujours dans sa 5e évasion. Il a 30 secondes, hein. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Oui, quand il nous raconte un petit peu ce qu'il a fait lorsqu'il était aux archives, parce que je dis, il sort avec un paquet de documents, et qu'est-ce qu'il en dit? Alors voilà, juste ça, hein, je vous raconte ça. Je pus lire ainsi le premier de tous les ouvrages consacrés aux horreurs du bagne. Je lisais et examinais tout ce qui me tombait sous la main. Livres, articles, rapports sur les forçats, comptes de l'administration, état des vivres, de fournitures, de matériel. Je prenais des notes et relevais les chiffres. Ce fut au cours de ces longs mois que j'acquis les connaissances et les documentations qui me permirent par la suite de lutter avec efficacité contre l'abolition du
bagne, de cet enfer, et de démontrer d'une manière irréfutable la corruption de l'administration. J'écrivis de nombreux chapitres de ce livre à ce même bureau où je travaillais au plein cœur du bagne, alors que je portais encore la tenue blanche et rouge de l'infamie. Vous voyez, il a pris pas mal de notes. Bon. Alors, nous sommes toujours sur l'océan, et donc à partir de Barranquilla, hein, je dis, la porte s'est ouverte, il est dehors. Alors là, il va se mettre en cheville avec quelques contrebandiers, quelques voyous. Des Français aussi, il connaît 2-3 Français qui sont dans certains pays, Costa Rica, Panama, peu importe. Il va les rencontrer, on va l'aider. Il sera beaucoup aidé à chaque fois pour traverser donc l'État. Il va voler beaucoup aussi de pirogues aux Indiens. Ça, il a oublié de le dire. Voilà, il fait du cabotage. Hop, on fait, je sais pas, on fait 20 km avec une pirogue, on va chez les Indiens, on leur fait coucou, on vole notre pirogue, on fait 20 km, voilà. Et il réussit quand même, après ses multiples péripéties, je vous ai dit, avec les Indiens, avec les vols de canoë, et puis surtout des marches, hein, des marches harassantes, hein, et bien il arrive à Panama, voilà, dans une ville qui s'appelle Colón. Et là, page 234, c'est très intéressant, je vais vous dire comme ce qu'il nous dit. Donc, il a pratiquement traversé toute l'Amérique centrale, 234, voilà, c'est ici. À une centaine de mètres du rivage, je me rendis compte que mon embarcation allait être projetée contre un môle. Je ne perdis pas de temps à réfléchir. Me penchant sur le bordage, j'imprimai un tel mouvement au canoë qu'il s'emplit d'eau en un instant. Au moment où il s'enfonça sous moi, je me mis à nager sans oublier de prendre mon paquet de notes enveloppé dans une toile cirée. Je venais de vivre une terrible aventure. J'étais torturé par la faim, ma langue et mon gosier étaient desséchés par... Il n'a pas oublié de prendre ces notes qui sont enveloppées dans du plastique. Alors là, pendant quelques mois, René il va vivre dans une tribu indienne. Ce qu'il nous raconte, bon, c'est très beau. Mais vous savez, quand on part à l'étranger comme ça, on croit qu'on va vivre le bonheur parce qu'on est loin de la civilisation. Puis finalement, le journal nous manque, le café crème nous manque, enfin peu importe, le bistrot, la station de métro, le petit jet d'eau, tout ça nous manque. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est retrouver la civilisation. Il va apprendre qu'il y a un bateau. Donc il va franchir le Costa Rica, le Nicaragua, et il va apprendre qu'un bateau est sur le point d'appareiller pour le Canada. Alors là, il décide de prendre ce bateau, parce que le Canada, c'est la civilisation, entre guillemets. Oui, et bien sûr, il va voyager clandestinement, il va se planquer. Dès que le bateau va faire escale, il va discrètement, il va descendre, il va se faufiler, il va arriver à terre, à quai, et il voit une sorte de tramway, des rails de tramway. Il demande où est-ce qu'on est, s'il vous plaît, où est-ce qu'on est. Et là, il apprend qu'en fait, il est déjà aux États-Unis. Il est à Los Angeles, la cité des anges. Alors, cette aventure, bien sûr, toutes ces aventures, il les raconte dans ce livre. La guillotine sèche, je rappelle, best-seller aux États-Unis. Parce que quand il est arrivé aux États-Unis, on n'extrade pas quelqu'un dont on sait qu'il va souffrir, dont on sait qu'on va l'achever, on va le tuer dans un bagne. Ils l'ont gardé. Il a pris la nationalité ensuite, bref, et il a écrit ce livre magnifique. Ce livre qui s'appelle La guillotine sèche, que je vous invite à lire pour en connaître un peu plus sur le bagne. Et puis, oui, je vous dis, lisez Guillotine sèche. Tout simplement, cela vous préparera peut-être à des lendemains moins chantants en tous les cas. Lisez.